Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce web journal spécial d'une heure du 1er avril 2015. On débute cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité avec notre journaliste Maxime Auger. Maxime, premièrement, des négociations importantes ont eu lieu hier au sujet du nucléaire iranien. Et oui, théoriquement, c'était supposé être la dernière journée de discussion entre l'Iran et les 6 puissances mondiales, mais toutefois, ce n'est pas terminé. On peut se réjouir parce que c'est un signe encourageant que les négociations vont se poursuivre pour au moins une autre journée pour tenter d'arriver à une entente sur le nucléaire iranien. Ça se passe du côté de la Suisse. Les pourparlers sont toujours coincés sur quelques dossiers importants, mais les signes progressent bien et c'est pourquoi on a décidé de poursuivre ces négociations. Toutefois, on a entendu dire que la Russie aurait quitté la Suisse et que des experts ont travaillé sur le dossier toute la nuit. Merci Maxime. Et maintenant, chez nous, la réforme du réseau de santé fait jaser. Et oui, comme vous le savez maintenant, la réforme du réseau de santé est rentrée en vigueur aujourd'hui. Plusieurs manifestations sont à prévoir aujourd'hui au cours de la journée. Un peu partout au Québec, toutes les agences de la santé sont maintenant abolies pour vraiment réduire la bureaucratie. Au total, c'est 182 entités administratives qui disparaissent pour maintenant former 34 nouveaux centres intégrés de santé et de services sociaux. Ça va entraîner pas moins de l'abolition de 1300 postes partout au Québec. Le gouvernement espère économiser pas moins de 200 millions de dollars par année avec ces coupes. Et concrètement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 6 centres hospitaliers, c'est une quarantaine de cadres qui vont perdre leur emploi sur 400. Et la PDG du nouveau centre universitaire intégré, Martine Couture, se veut rassurante pour la population qui dit que les services ne sont pas touchés. Et nouvelle régionale, maintenant, les 4 directeurs des cégeps de la région ont lancé un cri du cœur hier pour dénoncer les compressions budgétaires. Avec une nouvelle coupe de 2,9 millions annoncée la semaine dernière dans le budget provincial, il est clair, selon eux, que les services aux élèves seront affectés. Dominique Gobeil, l'effort demandé au cégep est de trop pour la direction. Oui, Pierre-Paul, avec ce 7e exercice de compression budgétaire, les cégeps n'ont pas le choix de devoir faire des coupes. Alors, depuis l'année 2011-2012, il y a un effort de 10 millions de dollars qui leur a été demandé. Et ce cri du cœur-là ne vient pas de représentants syndicaux, mais bien de direction. Alors, ça a encore plus d'impact. Alors, c'est Denise Blanchette du cégep de Chicoutimi, Guylaine Proulx du cégep de Jonquière, Louis Lefebvre du cégep de Saint-Félicien et Normand Ponivera du Collège d'Allemagne qui ont pris la parole hier. Et quels sont les impacts qui sont attendus? Alors, il y a plusieurs coupes qui sont envisagées. Les cégeps pensent à réduire les heures d'ouverture des centres de documentation, de couper le financement à divers organismes comme le Centre de prévention de l'abandon scolaire ou ESPO-Sciences, ou encore de ne pas renouveler les contrats de certains chargés de projet ou de conseillers aux affaires sociales. Il y a déjà des mesures qui sont mises en place. Le cégep de Saint-Félicien a commencé à réduire son entretien ménager et il y a même un programme technique qui a été transféré dans un autre cégep. Pour reprendre les mots de Normand Ponivera, les cégeps sont au bout du rouleau. Et rapidement, Dominique, la baisse de l'effectif étudiant est aussi nuisible. Oui, alors ça fait l'effet d'une double compression car moins il y a d'élèves, moins il y a de revenus. Les cégeps n'ont plus de marge de manœuvre et Guylaine Proulx fait valoir que qu'est-ce qui a permis aux cégeps de si bien se débrouiller jusqu'à maintenant malgré les compressions, c'est le programme de promotion des cégeps à l'étranger qui permet d'amener beaucoup d'étudiants internationaux. Dominique Gobeil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Pierre-Paul. Et Maxime, le service d'aide juridique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a déclenché une grève illimitée hier. Et oui, effectivement, et le mouvement va toucher 20 employés des 6 centres de points d'aide qui sont partout sur le territoire du Saguenay. C'est que la convention collective est arrivée à échéance il y a 5 ans. Et depuis ce temps, l'employeur et le syndicat se sont rencontrés à de nombreuses reprises pour des périodes de conciliation où le syndicat dit avoir fait les efforts nécessaires pour l'employeur et que c'est maintenant à son tour de faire des efforts pour fournir les demandes du syndicat, majoritairement des femmes. Les membres réclament, entre autres, l'implantation d'une banque de maladies, comme c'est le cas dans plusieurs secteurs de la fonction publique. Et maintenant, à la une du Devoir, on parle du mouvement étudiant ou l'Association pour une solidarité syndicale étudiante
a annoncé hier qu'elle comptait peut-être repousser le mouvement de grève à l'automne prochain. À l'injonction réclamée lundi par l'UQAM s'ajoute maintenant un changement de cap proposé par les instances de l'AC qui appellera ce week-end ses membres à se prononcer sur la pertinence de reporter cette grève sociale. Chose certaine, à quelques jours du mandat pour prolonger cette grève, le mouvement étudiant s'interroge et se déchire même. Mardi, Camille Godbout, qui est la porte-parole de l'AC, a mentionné avoir soumis au vote de l'Assemblée générale à ses membres, qui représentent pas moins de 70 000 étudiants au cégep et aux universités. La proposition écrite dévoilée par Radio-Canada fait clairement référence à un repli rendu nécessaire par l'incertitude sur les poursuites de mandats de grève au sein des associations étudiantes qui se poursuivront à compter du 7 avril. La proposition fait également mettre au grand jour les dimensions qui divisent le milieu étudiant, autant sur certains appuis ce rejet de l'AC, tandis que d'autres trouvent que c'est peut-être précipité pour l'association étudiante. Et rapidement, Maxime, au sport, la série entre les Wildcats de Moncton et les Saguenayens de Chicoutimi se poursuit ce soir. Et oui, le ton monte énormément entre Alex Dubois et l'entraîneur Yannick Jean. On le sait, il y a une petite bisbille qu'il y a eu entre les deux. Yannick Jean dit ne s'en fait pas trop autre mesure avec ses déclarations et dit que la pression est maintenant sur le camp des favoris de la série. Ça se poursuit ce soir au Centre Georges Vézina à compter de 19h. Maxime Auger, merci beaucoup et on se revoit un petit peu plus tard pour un deuxième bloc d'infos. Effectivement, Pierre-Paul. Restez des nôtres, on vous revient dans quelques minutes après ces courts messages. On est de retour à ce spécial d'une heure du web journal ATM et là, on reçoit maintenant notre spécialiste médias sociaux, Samuel Desbiens. Samuel, en jour du poisson d'avril, là, on voit vraiment beaucoup de farces qui se passent sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça bouge beaucoup ce matin du côté des réseaux sociaux pour cette journée du 1er avril. Évidemment, les blagues sont à l'honneur, au rendez-vous. J'en ai toutefois préparé quelques-unes pour vous aujourd'hui. Un humoriste a fait bien rire des gens sur les réseaux sociaux hier. Il s'agit de Guillaume Wagner. Wagner qui était en conférence de presse pour faire la promotion de son tout nouveau spectacle intitulé « Trop humain ». Et il a eu une bien mauvaise surprise alors qu'un inconnu s'est mis à l'insulter devant les journalistes dans cette salle. Il est même parvenu à se tailler une place sur la scène pour aller l'attaquer, littéralement, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Et plusieurs se sont demandé si c'était un coup monté, mais peu importe, ni Guillaume Wagner ni son attaché de presse ont voulu confirmer cette farce. Mais une chose est sûre, c'est que cette histoire mousse assez bien son prochain spectacle. Et maintenant, là, la compagnie sportive Reebok a décidé de créer un tout nouveau produit pour le 1er avril. Et rien de moins qu'un parfum à la sueur, mes amis. Contre toute attente, la populaire compagnie a décidé de faire ce lancement-là aujourd'hui. Évidemment, il s'agit d'un poisson d'avril. Et un autre parfum voit le jour aujourd'hui, c'est celui que vous voyez présentement, le parfum de la compagnie, la chaîne Burger King, qui a décidé de faire un parfum au goût de son meilleur burger, le Sandwich Star. Et la mise en vente étant prévue aujourd'hui, on peut quelque peu douter de cette fameuse sortie-là. On avait moussé un petit peu cette sortie-là dès le 18 mars, alors qu'on l'avait annoncé. Mais j'ai bien l'impression que du côté de la chaîne, on veut vraiment prendre au piège les consommateurs. Et il y a aussi l'entrepreneur Daniel Henkel de l'émission Dans l'œil du dragon qui a fait une annonce assez importante ce matin. Importante, vous dites? C'est très important. Pierre-Paul, elle affirme via son site Internet avoir acheté le Centre Bell à Montréal, domicile des Canadiens de Montréal. Et elle affirme également qu'elle aurait rebaptisé, si on peut le dire ainsi, l'immeuble du Canadien de Montréal en ajoutant un E à Bell pour évidemment mettre cet immeuble au féminin, plutôt inusité. Donc, la femme d'affaires qui fait partie de l'émission Dans l'œil du dragon a voulu faire un beau petit poisson d'avril ce matin. Elle affirme avoir acheté l'aréna au coût de 250 millions de dollars, ce qui est évidemment une blague. Et là, Samuel, on veut aussi connaître les péripéties de notre public en ce 1er avril, jour du poisson d'avril. Exactement, Pierre-Paul. On se demande ce matin sur la page Facebook et le compte Twitter d'ATM Nouvelles. On veut savoir quels sont vos meilleurs coups de la journée du poisson d'avril. Donc, que ce soit vous qui avez fait le coup ou encore si vous en avez été victime, on veut connaître vos anecdotes, vos histoires. Donc, je vous reviens un peu plus tard avec les réponses des internautes. On se revoit un peu plus tard dans l'émission, Samuel. Sans merci. problème. Et maintenant, retour à l'actualité. Aujourd'hui marquait la fin des conventions collectives dans plusieurs secteurs, dont l'éducation. Il y a une marche au Cégep de Jonquière qui sera organisée ce midi afin de revendiquer cette décision du gouvernement. Un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai reçu le président du syndicat des enseignants du Cégep de Jonquière, Marc Boucher. On va aller voir l'entretien que j'ai réalisé avec lui ce matin. Donc, M. Boucher, en cette première journée de la fin de la convention collective des enseignants, comment réagissent-ils?
Comment réagissent-ils? Bon, bien écoute, on est triste. C'est la fin de notre convention collective. Convention qu'on avait signée pour aider la qualité de l'enseignement. Il faut s'en rappeler, lorsqu'on avait accepté ce contrat, nous avions eu des augmentations de salaire infinitésimales, c'est-à-dire pratiquement rien, qui nous a fait reculer dans notre pouvoir d'achat. Mais pourquoi on l'a signé? C'est qu'on avait réussi à gagner des ETC qui permettaient d'améliorer l'enseignement en réduisant le volume d'étudiants dans les groupes, en permettant qu'un enseignant n'ait pas trop de préparation de cours différents à préparer. Donc, ça permettait d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et il y avait des mesures où ce qu'on aidait l'insertion professionnelle des jeunes enseignants. Donc, pour nous, même si on perdait du pouvoir d'achat, on était content de l'avoir fait parce que ça a amélioré le réseau. Si tu me demandes comment on se sent, bien, on se sent triste de voir que le réseau est toujours attaqué par ce gouvernement libéral qui ne pense, avec ses mesures d'austérité, qu'à nous ramener 50 ans en arrière. Et là, vous êtes en négociation actuellement. Sur quoi, principalement, sont basées ces négociations-là? Bien, écoute, les négociations sont faites de deux façons. Il y a l'aspect table centrale. L'aspect table centrale, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est la rémunération. C'est le salaire, c'est la retraite, etc. C'est ce qui est à incidence monétaire. Et il y a la table sectorielle où on retrouve nos conditions de travail. Donc, quand je te parlais tantôt de gain de TC, ça permettait, dans nos conditions de travail, de permettre d'avoir des meilleures conditions pour améliorer la réussite des étudiants. Donc, nous, dans nos conditions de travail, on essaie toujours d'améliorer justement cet aspect-là parce que notre mission, pour nous les enseignants, ça reste toujours la réussite. Parce qu'on veut que le projet de vie que vous vous donniez, on soit des catalyseurs qui vous permettent le plus rapidement possible d'accéder au marché du travail dans les meilleures conditions possibles. Donc, quand on fait nos négociations sectorielles, c'est ce qui est visé parce qu'on a une mission en institution publique, c'est pour nous l'éducation de nos jeunes. Et là, il y a des moyens de pression qui sont mis de l'avant. Il y a une marche qui est organisée ce midi. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu plus de cette marche-là. Bon, quand on parle de moyens de pression, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un moyen de visibilité et de mobilisation pour les gens, de leur dire, écoutez, notre convention cesse aujourd'hui. C'est important pour nous de se dire, bien, écoutez, il faut se mobiliser parce que le début des négociations avec le gouvernement est très difficile, autant à la table centrale qu'au sectoriel. Bon, il n'y a pas vraiment rien qui se passe. Puis pour nous, on amène des difficultés, on amène des pistes de solutions à la table sectorielle, entre autres, alors qu'arrive, il y a telle problématique, mais des solutions, on n'en a pas. Donc, c'est comme une drôle de négociation. Donc, c'est pour ça qu'on mobilise nos gens, parce qu'on se prépare tranquillement, parce que s'il y a un impasse dans nos négos, bien, il faudra faire des actions, parce que c'est le jeu de la négociation, c'est ça, c'est de montrer, écoutez, c'est important, nos revendications, il faut réussir à trouver une entente négociée, parce que c'est le but que l'on a. Et on peut s'attendre à environ combien de personnes pour la marche de ce midi au Cégep de Jonquière? Bien, écoute, ça devrait réunir pas mal de monde parce que ça réunit les enseignants, mais également les employés de soutien et les professionnels. Donc, c'est l'ensemble des travailleurs qui devraient être là. Et c'est une marche qui sera vraiment très jolie puisqu'on aura un trompettiste qui jouera la marche funèbre. On aura des personnes qui pourront faire les instruments rythmiques et on marchera tous ensemble avec aussi la volonté de se mobiliser sur ce qui nous anime. Il faut poursuivre cette lutte afin que notre mission puisse être remplie dans les meilleures conditions possibles. Et là, il y a une annonce qui a été faite hier des coupes supplémentaires de 2,9 millions dans les cégeps de la région. Qu'est-ce que vous pensez de ces coupes-là? Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est clair que c'est maintenant, ça va être les services aux étudiants. Puis ça fait peur. On peut penser, par exemple, à Saint-Félicien qui pense à couper les heures d'ouverture de la bibliothèque le soir. Bien, écoutez, il y a plein d'étudiants qui vont le soir travailler. Donc, on voit qu'on est tranquillement en train de baisser dans les services, puis ça n'aidera pas. Puis on peut penser, qu'est-ce qui va arriver avec nos équipes sportives qui amènent des jeunes qui poursuivent leurs études collégiales parce que, justement, ils ont une passion qui les anime. C'est un milieu de vie, un cégep, c'est une grande ville, quelque part. Donc, tous ces services périphériques donnés par le soutien, les professionnels, etc., c'est ce qui permet d'avoir un environnement qui permet d'avoir la meilleure éducation possible.
Et il y a un vote de grève qui a passé venant des étudiants du Cégep de Jonquière pour la journée du 2 avril demain. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là de la Chèque-J? Bien, moi, je veux dire, tout ce que je peux dire, c'est la démocratie s'est exprimée et tant mieux. Moi je trouve ça, c'est drôle à dire, mais pour la démocratie, c'est tout le temps bien quand il y a des votes serrés comme ça parce que les gens qui ne se sont pas présentés d'un côté ou de l'autre, là, ça, c'est votre décision, c'est pas à nous à en juger, mais que s'il y a eu une position aussi serrée, bien, pour les prochaines réunions, bien, c'est sûr que ça va amener encore plus de monde à vos réunions. Puis pour la démocratie, bien, ça permet de l'exprimer. Et en terminant, est-ce qu'on peut attendre la présence des enseignants à la manifestation de demain ou lors des piquetages demain matin? Bien, bon, pour le piquetage, c'est un piquetage qui est étudiant. Hein? C'est pas un piquetage qui est de notre côté. Donc, nous, on ne peut pas piqueter avec les étudiants, mais c'est sûr qu'on va respecter cette ligne de piquetage. S'il y a le levée de cours, nous irons. Il y en a qui pourront. On peut demander un report de disponibilité à la direction pour accompagner. Moi, je serai à Montréal avec d'autres enseignants pour participer à la marche. M. Boucher, président du syndicat des enseignants du Cégep de Jonquière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et là, comme vous pouvez vous en douter, on va parler de sport avec notre chroniqueur Yoann Corlé-Savard. Yoann, on parle beaucoup ces temps-ci des commotions cérébrales au hockey. Il y a une importante étude qui est sortie cette semaine sur la sécurité des casques protecteurs. Effectivement, c'est l'université Virginia Tech aux États-Unis qui a fait une recherche qui a testé 32 casques. Et d'après toi, tu es un joueur de hockey, c'est ton casque. D'après toi, sur une échelle de 1 à 5, parce qu'il était noté sur 1 à 5 étoiles, le niveau de sécurité de ton casque, tu l'évaluerais à combien? J'espère que c'est 5, mais je vais dire 4. 4, eh bien, ton casque, un Bauer 7500, est évalué à une seule étoile. C'est quand même assez étonnant parce que c'est des casques qui sont quand même assez utilisés. Donc, en fait, l'étude a traité de 32 casques qui sont approuvés par le Conseil de certification des équipements de hockey et du Conseil des Canadiens des ventes. Donc, c'est des produits qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, que les joueurs de hockey utilisent en permanence un peu. Et d'après toi, Pierre-Paul, c'est quoi la meilleure note qui a été donnée sur une échelle de 1 à 5? Bien, sur une échelle de 1 à 5, j'ose espérer qu'il y en a quelques-uns qui ont reçu 5. Là. Mais malheureusement, la meilleure note qui a été remise, c'est au casque Warrior Crown 360 avec une note de 3 seulement. Il n'y a eu aucun casque qui a été noté 4 et 5. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant parce que le test, en fait, propose l'impact, les résistances à différents impacts, différents styles d'impact et qu'il n'y a aucun casque qui ait réussi tous les tests, c'est quand même assez étonnant. Et une petite dernière question, d'après toi, combien de casques ont échoué le test sur les 32? Ben, écoute, là, tes chiffres me surprennent depuis le début, je vais y aller avec 5. 5, et c'est encore pas mal plus que ça, c'est 9 casques qui ont eu la note de 0, donc aucune étoile qui ont été déclarée non recommandée et non sécuritaire. Pour donner un peu les chiffres, 6 casques ont eu la note de 2 et 16, donc la moitié, ont eu la note de 1. C'est quand même assez étonnant que la moitié des casques, en fait, même 25 casques sur 32 a eu 0 ou 1. C'est peut-être avoir une problématique au niveau de sécurité des casques et qui peuvent causer des commotions cérébrales. Les 5 tests effectués, en fait, par l'université, tout d'abord, on avait les contacts avant, les contacts arrière, au-dessus et sur les côtés, en plus d'avoir un tir frappé directement à l'avant pour faire les différents tests. Le test du tir frappé, aucun test n'a réussi. Aucun casque n'a réussi ce test-là. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez importantes. C'est un test qui a été fait pour sensibiliser les parents à acheter un bon casque protecteur, à faire attention. Et d'après toi, les casques les plus dispendieux, il y en a un à 269 et à 229 les deux plus chers qui ont été testés ont une note de combien? Je dirais 2 étoiles. 2 étoiles, c'est une seule étoile qu'ils ont obtenue. C'est-à-dire que même le casque qui a remporté l'évaluation à 3 étoiles valait 80 $. Et ces 2 casques-là qui sont à plus de 200 $, eh bien, il y a des casques aussi à 30 $ qui font aussi bien le travail. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Et l'université a sorti une statistique assez épeurante que si on utilise des casques non réglementaires, donc à 0 étoile au total, eh bien, ça pourrait être jusqu'à 6 commotions cérébrales supplémentaires par saison que les jeunes joueurs pourraient avoir pourraient subir de plus. Mais là, on comprend mieux la décision d'Hockey Québec dernièrement d'interdire la mise en échec dans certaines catégories. Effectivement, il y a quelques semaines, Hockey Québec a décidé d'enlever les mises en échec au niveau Bantam 2C et Midget 2B, si bien qu'ils croyaient qu'il allait y avoir... les joueurs ne pouvaient pas nécessairement se rendre... Très peu de joueurs se rendaient au niveau très professionnel et qu'il y avait beaucoup trop de commotions cérébrales pour
le niveau de jeu. Donc, ils ont décidé de couper ça. Par contre, le hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé d'essayer de contourner un peu la loi en faisant une dérogation auprès de Hockey Québec pour déplacer ces équipes dans ces catégories-là pour qu'ils puissent jouer avec des mises en échec. Yoann Corley-Savard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on invite les gens à la maison d'aller voir l'étude et de bien magasiner leur casque de hockey. On va maintenant aller du côté de la météo. Marianne Côté, l'hiver ne semble pas vouloir laisser sa place au printemps tout de suite, là. En effet, Pierre-Paul, il fait très froid ce matin. Comme vous pouvez le voir, le mercure a descendu sous le moins 13 degrés Celsius, ressenti moins 22. Heureusement, ça va se réchauffer un peu en après-midi pour atteindre le moins 10 degrés. Malheureusement, ça va très vite redescendre dans la nuit de mercredi à jeudi pour atteindre les moins 19. Ce sont vraiment des températures qui sortent de l'ordinaire à ce temps-ci de l'année. Et malheureusement, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espèrent l'arrivée du printemps 2015. Il va devoir encore se faire un peu désirer puisque le mercure ne semble pas vouloir franchir la barre du 0 degré avant jeudi prochain. Et donc pour demain en après-midi, on annonce de faibles chutes de neige. On entend entre 1 et 3 cm. Espérons que ce soit les derniers flocons parce que je pense qu'on commence tous à en avoir un peu assez de l'hiver. En effet, Marianne, l'hiver commence à s'étirer. Et là, on va maintenant rejoindre Dominique Gobeil, notre chroniqueuse aux arts, qui va nous parler d'une manière de se soigner par l'art-thérapie. Oui, exactement. Et ça reste très méconnu, même si ça fait 30 ans que ça se pratique au Québec. Et dans la région, on peut même dire que c'est encore totalement en émergence. Même s'il y a une pionnière dans le milieu, Sylvie Gagnon, que ça fait une douzaine d'années qu'elle pratique le métier ici à Saguenay. Elle vient juste d'être rejointe par une collègue finissante, Éléonore Vidal. Et ensemble, elles font des ateliers d'art-thérapie. Parce que, oui, ça se fait individuellement comme n'importe quel type de thérapie, mais ça se fait en groupe aussi. Finalement, dans la région, il y a aussi un autre groupe qui fait la promotion de l'art-thérapie. Ça s'appelle la Traversée Art et Vie. Alors, même si ce n'est pas des spécialistes qui sont dans ce groupe-là, ça permet de faire découvrir un peu ce domaine-là. Et là, Dominique, pour les gens à la maison, à quoi ressemble une séance d'art-thérapie? Eh bien, pour le type individuel, tout d'abord, l'art-thérapeute doit apprendre à connaître le patient. Une fois que ça le fait, elle va le diriger vers un médium selon son état d'esprit. Alors, si la personne est très refermée sur ses émotions, on va plutôt aller vers quelque chose de libérateur, comme la peinture à doigts. Mais si la personne est au contraire vraiment éparpillée, on va y aller vers quelque chose de plus contraignant, comme l'argile, parce que ça va obliger la personne à vraiment se concentrer. Ensuite, l'art-thérapeute va poser des questions au patient sur son œuvre. Ça va amener la personne à découvrir des choses sur elle-même, des choses qui sont peut-être un peu plus enfouies à l'intérieur d'elle-même. Parce que même si la personne ne venait pas consulter pour ce problème-là au départ, ça peut lui permettre de régler ce problème-là. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, la clientèle est très variée. Autant des personnes âgées qui ont une maladie dégénérative que des personnes avec un problème mental, des enfants hyperactifs ou même juste des adultes qui vivent de la pression au travail. Ils peuvent tous tirer avantage de leur thérapie. Qu'est-ce qui change entre la thérapie individuelle et la thérapie de groupe dont tu nous as parlé? Eh bien, c'est ça. Dans la thérapie de groupe, en tout cas, on a un projet déterminé à l'avance, premièrement. Alors, c'est moins intuitif un peu, là. C'est pas comme individuel qu'on peut vraiment y aller avec ce qui s'est passé dans la journée. Alors, le projet déterminé, ça peut autant être un collage qu'une marionnette ou un masque. Et souvent, c'est les discussions après avec le groupe qui vont permettre de faire évoluer la personne. Parce que, c'est comme je disais, c'est un travail qui est très intuitif. On travaille avec la partie inconsciente du cerveau et c'est une thérapie de type holistique. Alors, c'est vraiment de soins global. Et là, Dominique, on va être très honnête, je suis pourri en dessin. Est-ce que ça pourrait m'aider tout de même l'art-thérapie? Est-ce que c'est ouvert à tous? Bien, en fait, Pierre-Paul, ça serait même plus efficace parce qu'en art-thérapie, on recherche vraiment la spontanéité. Si une personne se soucie trop de la qualité esthétique de son œuvre, bien, elle ne va pas laisser ses émotions la guider, alors qu'au contraire, en art-thérapie, on veut libérer les émotions et c'est ce qui nous permet justement de régler nos problèmes intérieurs. Et pour reprendre les mots justement de Éléonore Vidal, l'art-thérapie, c'est une façon de se soigner avec un langage symbolique qui est près du cœur. Et est-ce que les art-thérapeutes peuvent aussi interpréter les œuvres de leurs patients?
En fait, il ne faut pas trop faire ça parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles et ça peut amener à des mauvaises conclusions parce que si on fait juste prendre la couleur, le rouge a autant une connotation positive que négative. Ça peut être la colère ou l'amour. En fait, le patient doit devenir autonome. C'est vraiment l'art thérapeute qui lui pose des questions pour que le patient découvre lui-même ce qui cause problème dans sa vie. Bien, Dominique Gobeil, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. On va faire une courte pause et on vous revient dans quelques minutes. Nous sommes maintenant de retour pour la deuxième portion de notre émission. On est de retour pour le deuxième segment Information avec Maxime Auger. Donc, Maxime, Radio-Canada a obtenu copie d'une lettre de l'Arabie saoudite qui demande au Québec de se mêler de ses affaires dans le dossier Raif Badawi. Et oui, effectivement, et la lettre qui date du 10 mars a été rédigée de manière quand même assez diplomatique, mais son message est sans détour. Le gouvernement saoudien demande à Québec de se mêler de ses affaires dans ce dossier qui traite à Raif Badawi. Dans cette lettre qui tient sur une page, le gouvernement saoudien demande au Québec dit au Québec en fait que toutes les causes judiciaires sont traitées sans distinction ni exception. Et je vais vous lire également un passage qu'on trouve dans la lettre qui est quand même assez important. Vous pouvez le voir sur l'écran à la maison. Le Royaume n'accepte pas du tout quelle attaque que ce soit au nom des droits de la personne, spécialement du fait que sa constitution est basée sur la loi islamique qui garantit les droits de la personne et protège son sang, son argent, son honneur et sa dignité. Donc, on voit que le message est assez clair de l'Arabie saoudite. Qui est Raif Badawi, c'est cet opposant et blogueur saoudien qui a eu reçu 50 coups de fouet en janvier dernier par le gouvernement. Badawi a été arrêté en 2012 pour diverses infractions, notamment insultes à l'islam, cyberintimidation et désobéissance envers son père. Il a été condamné l'an dernier à 10 ans de prison, également une amende et plus de 1000 coups de fouet. Pourquoi on en parle autant au Québec, c'est que sa femme et ses enfants sont ici à Sherbrooke. Et là, les Hells Angels, maintenant, ont décidé d'abandonner Sorel-Tracy. Et oui, les Hells Angels ont finalement abandonné leur château fort du côté de Sorel-Tracy, considéré comme le symbole numéro 1 au Québec pour cette gang de motards. Eh bien, cet endroit va bientôt faire place soit à un parc public ou des logements sociaux. On ne le sait pas encore. Après 6 ans de bataille, les Hells Angels ont finalement abdiqué en remettant leur priorité et 4 autres résidences alentour à la Cour supérieure il y a 2 semaines. Ces bâtiments qui couvrent une superficie de 2500 mètres carrés ont été remis au directeur général du Québec parce qu'ils ont été acquises avec de l'argent sale. Donc, cette information a été également confirmée. Satisfait du jugement, la ville de Sorel-Tracy s'attend à ce que le gouvernement lui donne ces terrains dans les prochains jours. Maintenant, pardon, Maxime. Oui, et c'est juste une petite nouvelle encore. C'est aujourd'hui, entre 19h et 20h, qu'aura lieu le grand blackout symbolique pour contester la hausse des tarifs d'Hydro-Québec. En guise de protestation, c'est plus de 100 000 abonnés qui vont faire éteindre leur lumière pendant 1 heure ce soir pour protester contre la hausse des tarifs. Hydro-Québec dit que cet impact sera minime sur la consommation des Québécois. Et les nouveaux tarifs, je vous le rappelle, ont été autorisés par la Régie de l'énergie en mars dernier, qui font grimper la facture en moyenne pour une famille qui fait chauffer sa résidence à l'électricité de 44 $. Et maintenant, au niveau régional, on va du côté de la base militaire de Bagotville qui pourrait devoir intervenir davantage en Irak et en Syrie en raison de la décision du gouvernement conservateur de prolonger la mission des forces canadiennes au Moyen-Orient. Le prolongement de la mission canadienne d'une durée de 18 mois a été adopté lundi soir à la Chambre des communes par un vote de 142 contre 129 oui. Johan Corley-Savard, Bagotville est toujours en attente d'instructions. Effectivement, Pierre-Paul, la base militaire de Bagotville n'a toujours pas reçu d'informations du gouvernement conservateur ou des forces armées canadiennes. Actuellement, en Irak, c'est la base de Cold Lake en Alberta qui fournit les principaux CF-18. Actuellement, Bagotville fournit une 60aine de militaires et quelques CF-18, donc il est probable que les CF-18 qui restent encore dans la région soient déployés au Moyen-Orient. Et à quel moment la base régionale va connaître son sort, Johan? Eh bien, la question a été posée par le député de Chicoutimi-Le-Fjord, Danny Morin, à la Chambre des communes hier, au ministre de la Défense nationale, Jason Kenney. En fait, celui-ci dit que la décision revient aux stratèges des forces armées canadiennes. Et du côté de la base militaire de Bagotville, on croit avoir des informations bientôt, mais ça pourrait être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. On n'est toujours pas au courant.
et ce prolongement de mission a vraiment été fortement contesté par l'opposition. En effet, un seul membre de l'opposition a voté en faveur de cette motion. C'est l'indépendant Scott Andrew qui a quitté le caucus libéral il y a peu de temps. En fait, les libéraux, les néo-démocrates, le Parti vert et le Bloc québécois ont tous voté contre pour des raisons qui sont assez simples. Ils n'ont pas fourni en fait deux raisons principales, en fait deux documents importants. C'est l'absence d'objectifs clairs ainsi que l'inexistence d'un plan de sortie. Denis Morin mentionne que c'est un objectif louable quand même de chasser le groupe armé État islamique, mais l'implication du Canada en Syrie pourrait plutôt aider le dictateur Bachar al-Assad. Yoann Corley-Savard, merci beaucoup. Et Maxime, l'hiver a été difficile pour les motoneigistes au Québec. Et oui, effectivement, on a enregistré un nombre record d'accidents mortels pour les motoneiges dans les 4 derniers mois au Québec. La saison, en plus, n'est pas encore tout à fait terminée. C'est 34 personnes qui sont mortes sur les différents sentiers partout au Québec, dont 3 enfants de 4, 7 et 8 ans. On pense que si le bilan routier au Québec s'améliore d'année en année, eh bien, la tendance ne semble pas vouloir se poursuivre du côté des motoneiges. Au Québec, chaque motoneige a 3 fois plus de chances de subir un accident qu'un automobiliste. Du côté de la Fédération des clubs du motoneigisme du Québec, CRGC, il mentionne que c'est peut-être en cause que les sentiers étaient excessivement glacés et du temps froid qu'on a connu cet hiver. Maxime Auger, merci beaucoup et on se revoit en toute fin d'émission pour un suivi de l'actualité pour la journée à venir. Et restez des nôtres, on va faire une courte pause et on vous revient dans quelques instants. On est de retour et cette fois-ci, on va rejoindre notre chroniqueuse culturelle Marianne Côté. Marianne, Louis-Jean Cormier a sorti tout récemment son 2e album solo, Les Grandes Artères. Et oui, mais avant tout, Pierre-Paul, avant de parler d'album, on va parler un peu de la dernière année de Louis-Jean Cormier qui, on va se le dire, a été très occupé en fait, il a été coach à La Voix. Il a fait plusieurs festivals l'été dernier et aussi son rôle de papa à assumer. Donc, il a été très occupé, mais quand même eu le temps de nous écrire et de nous composer ce nouvel album. Et justement, il l'a composé sur la route, d'où vient le nom, en fait, Les Grandes Artères. Et cet album est plus sombre, on pourrait dire, que son premier album solo. En effet, parce que son premier album, qui était le 13e étage, parlait beaucoup plus du nous, du collectif, justement, d'où la chanson « Et tout le monde en même temps » qu'on entend encore souvent à la radio. Pour celui-ci, il a décidé d'y aller un peu plus intime. C'est pour ça qu'il parle un peu de tout ce qui nous tirait le cœur lorsqu'on est en amour. Alors, oui, un peu plus sombre, ça a un son plus folk, pop, très orchestral. Les textes sont un peu plus mélancoliques puisque ça aborde souvent la rupture amoureuse. Et justement, les chansons 2 saisons, 3 quarts, Jouer des tours le jour elle m'a dit je pars et Montagne russe parlent tous des phases dans lesquelles on passe lorsqu'on est en amour et on sait que c'est pas toujours très rose. On parle aussi du mal-être et on met même un petit air de révolte d'en faire semblant. Alors, malgré un peu tous ces thèmes très dramatiques, ça reste un album assez agréable à écouter. Et est-ce qu'on peut considérer cet album-là comme une œuvre autobiographique de Louis-Jean Cormier? Eh bien, justement, pas nécessairement. Et c'est ce qu'il expliquait lors d'une entrevue avec la presse. Alors, il a dit que, certes, même s'il y a certaines choses qui sont inspirées un peu de sa vie, il a surtout regardé qu'est-ce qui s'est passé dans son entourage lors de l'écriture. Et ça a été un peu sombre puisque la plupart de ses amis, de ses couples d'amis se sont malheureusement séparés, d'où il a tiré son inspiration. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est vraiment un retour aux sources pour celui qui est aussi le chanteur de Carquois. Et l'album ressemble un petit peu plus à du Carquois, on va se le dire. Exactement. J'ai eu la chance de l'écouter. Ouais. Ça sonne un petit peu plus Carquois que le 13e étage. Exact. Et pour le nouvel album, il a aussi repris un grand classique d'un compositeur québécois. Oui, exactement. Dans le fond, il a revisité la chanson Complot d'enfants de Félix Leclerc. C'était une chanson qu'il jouait souvent lors de ses spectacles et aussi qu'il a repris avec les membres de son équipe lors de la dernière édition de La Voix, je crois bien. Et c'est à ce moment qu'il avait annoncé que quand on interprète une chanson, il faut savoir, en fait, la porter dans son univers. C'est quelque chose qu'il a réussi avec brio avec sa propre version de Complot d'enfants. Et de ton côté, là, quels sont tes coups de cœur sur ce dernier album? Quels titres t'ont le plus marqué? Eh bien, moi, personnellement, je suis une fille beaucoup plus d'instrumental, donc la piste 2, Saint-Michel, m'a vraiment comblée avec ces 2 minutes intenses de musique avec la guitare. Alors, je crois que c'est celle-là ma préférée, mais en tant que telle, pour une fille qui n'était pas très charmée par son premier album, celui-ci me rejoint plus.
Et là, on va changer de sujet un petit peu en restant dans le culturel. Hier, mardi, c'était les sorties CD de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu ton attention de ce côté? Eh bien, il y a 3 Days Grace, le groupe rock qui a lancé, en fait, son 5e album. Et j'ai pas été très au courant de l'actualité de ce groupe-là, qui, pourtant, était un de mes préférés dans mon adolescence. Et donc, 5e album, oui, pour 3 Days Grace, mais le premier avec un nouveau chanteur, Matt Waltz. Parce que faut savoir que le fondateur, Adam Gauthier, a décidé de se lancer en carrière solo. Donc, malgré tous ces un peu changements, ils ont gardé leur fibre assez rock'n'roll. Et maintenant, du côté francophone, Valérie Lahaye, qu'on a pu voir lors de la 2e saison de La Voix. Oui, donc, elle a sorti son 2e album intitulé Vertige, parce qu'elle en a sorti un alors qu'elle était âgée d'à peine 12 ans. Ouais, donc, sur celui-ci, donc, on peut plusieurs collaborations avec différents auteurs, dont Éric Lapointe, le rocker, qui était aussi son mentor lors de La Voix. Bien, Marianne Côté, merci beaucoup d'avoir été Pierre-Paul. avec nous. Et on reste au niveau culturel. Eh bien, la situation du swing au Saguenay est meilleure que celle de plusieurs autres régions du Québec, mais n'est pas encore au niveau de celle des grands centres. J'ai eu la chance ce matin de m'entretenir avec la danseuse et aussi enseignante de swing, Cassandra Amélia Poirier. Je vous laisse entendre cette entrevue. Donc, Cassandra Amélia, j'aimerais ça que tu me parles d'où vient ta passion pour le swing. Pourquoi le swing à la base? Écoute, j'ai commencé il y a 8 ans avec un cours de Charleston à la Fabuleuse, parce qu'on avait un tableau de Charleston. J'ai vraiment aimé ça, sauf que j'avais des difficultés à comprendre le pas, puis on se pratiquait dans les récréations quand j'étais au secondaire. Puis là, moi et mon partenaire de danse, Kevin Murray, on s'est inscrits dans un cours comme ça de jazz step. Puis là, on a vraiment trippé. Puis là, on a pris un cours de swing. Puis là, on a vu que c'est plus que de la danse, c'était du social. Puis on a vraiment aimé ça de voir que c'est des personnes de tous âges. Il y a des personnes même plus jeunes que moi qui dansent. C'est vraiment hallucinant à voir. Puis je te dirais que vraiment le côté social, c'est vraiment ça qu'on aime dans la danse. C'est quoi les plus grands défis, les plus grandes difficultés que représente le swing? Je te dirais combattre la gêne. Avant, j'étais vraiment une personne gênée. Je sais que là, ça paraît pas. Mais c'est dur de penser que tu peux approcher quelqu'un de 50 ans qui peut danser avec toi. Puis c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Fait qu'il faut s'ajuster notre connexion puis tout avec les autres personnes. Parce que quelqu'un qui a un cours de swing 2 n'a pas la même expérience que quelqu'un qui a un cours de swing 1. Fait qu'il faut vraiment s'ajuster. Là, je pense qu'il y a plusieurs types de swing aussi. J'aimerais ça que tu m'expliques ça un peu. Oui, en fait, il y a le East Coast. C'est vraiment par là que les gens commencent généralement. Ensuite, on gradue ce qu'on appelle le cours Swing 3-4. Ça devient du Lindy. Donc, il y a des swivels, il y a des triple steps. Ça devient vraiment plus compliqué. Moi, je commence à maîtriser les swivels après un an, là, puis j'essaie de perfectionner ça. Ensuite, il y a le boogie. Il se fait aussi avec des triple steps. Sinon, dans une gamme à part, il y a vraiment le jive, où est-ce que c'est un peu en 4 temps. Je dirais que c'est plus facile, c'est plus les rebelles qui dansaient ça, puis qu'on lâche notre fou, puis c'est vraiment hallucinant là, comme danse, puis c'est qu'est-ce que je préfère d'ailleurs, parce que ça dépense plus d'énergie, puis les gens sont plus conviviales aussi. Là, tu as parlé du jive, tu as participé au Jive Fest dernièrement. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Un mot pour décrire l'événement, je te dirais wow! C'était tout simplement fou. Je pense que ça s'est bien passé. J'ai rencontré encore plein de personnes. On était juste 2 personnes du Saguenay à y avoir participé. Moi, ma meilleure amie, Karina. Puis on a dansé toute la soirée. En fait, je pense qu'on a juste dormi 4 heures dans notre fin de semaine. Puis on a pris plein d'ateliers. Puis il y avait des cours pour les filles, pour les gars. Fait que je pense que c'est fou, mais je pense que c'est le festival où est-ce que j'ai le plus appris en tant que follow, là. Puis là, tu as parlé de formation et tout ça. Tu donnes aussi des cours. Tu es enseignante de swing aussi. Oui, en fait, j'en donne un petit peu partout. C'est vraiment on the side. Là. J'ai pas eu de formation pour donner des cours. C'est vraiment par passion. Puis les gens m'appellent pour avoir des cours comme ça. Puis je dis oui parce que j'aime ça vraiment à cause juste là, le côté social. Puis ici au Saguenay, présentement, comment se porte le swing? C'est quoi la situation du swing? Je te dirais que tout se passe avec Saguenay Swing. Il y a juste une école de danse. Puis là, ben on offre des cours sur demande. Comme là, on a le Boogie 1 que je prends, je suis en amour. Puis sinon, on a des cours de jive, de swing, de lindy. Puis on est en train de former des nouvelles cohortes, là. Puis c'est vraiment le fun. Puis avec Saguenay Swing, il y a plusieurs types de soirées qui sont organisées, des soirées thématiques. Il y a aussi du swing impro. Je pensais que tu me parles de ça un petit peu. Ça consiste en quoi? L'impro swing, bien, je sais que les gens au cégep de Jonquière connaissent la liège. C'est un peu le même concept. C'est 5 impros par partie, c'est un match d'1 heure. On a un arbitre, 2 équipes de 4, puis on a des thèmes, puis on fait de l'impro. On danse, puis il faut vraiment être créatif.
Puis là, tu me disais tout à l'heure que je pense que tu étais en finale de, de swing impro. Donc, ça s'est bien passé pour toi, là. Je pense que oui, mais on a vraiment une bonne équipe, là. Il y a Sarah Anne qui est prof depuis, je pense, 6 ans à Saguenay Swing. Kevin Murray, mon partenaire, ça fait super longtemps qu'il danse, moi aussi. Puis qu'on est vraiment des gens d'expérience. Sauf que je pense que ça va bien aller. Mais l'autre équipe aussi est super forte. Fait que ça va être un beau combat. Puis, Saguenay Swing organise un festival aussi, je crois, de swing dans la région. Oui, Rockabilly 418, toujours pendant la fin de semaine de relâche qu'on a au Saguenay. Et vraiment, on sort du cadre, on a plein de belles activités. Comme cette année, notre thème, c'était le tiki. Donc, puis je suis vraiment fière de l'organiser, là. C'est tout le temps une belle expérience, là. Puis là, tu danses le swing. Est-ce que tu as exploré d'autres types de danse aussi? Écoute, j'ai commencé il y a 18 ans à danser, bientôt 19 ans. J'ai fait du ballet, du hip-hop, du jazz, du contemporain. Fait que j'ai vraiment touché à tout. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à performer autant dans le swing. À travers tout ça, c'est le swing qui reste ton coup de cœur? Ah oui, je suis en amour avec le swing. Je pourrais pas m'en détacher. Puis pour toi, qu'est-ce qui s'en vient là, au niveau de la danse dans les prochains mois, la prochaine année? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans 6 semaines, je vais au Canadian Swing Championship. Je suis désolée, il n'y a pas de nom en français pour ça. Mais puis c'est 4 jours de danse, d'atelier, de compétition. Puis c'est quand même le plus gros événement qu'on peut avoir au Québec de swing. C'est vraiment tous les danseurs swing se retrouvent là. Puis je pense que ça va être quelque chose d'assez gros parce que je suis inscrite à cette compétition, donc un très beau stress. Et ça se tient où cette année, cette compétition-là? C'est au Manoir Saint-Sauveur, dans la région de Montréal, donc un beau petit 7 heures de route. Puis là, tu as été très technique depuis le début de l'entrevue. Tu nous as parlé de plein de pas. Je pense que tu me parles un petit peu, là, les différents pas que tu nous as nommés, le triple step et tout ça, pour les gens à la maison qui s'y connaissent moins. En fait, on commence par un pas de base, on commence toujours par le rock step. On commence notre swing, on apprend c'est quoi un rock step. Donc, c'est un pas en arrière, on recommence par en avant. Puis ensuite, on fait des step par en avant. Je sais que comme ça a l'air flou, là. Puis après ça, ben le Lindy que je vous ai parlé tantôt, c'est un rock step, triple step, triple step. Donc, Ouais. très rythmique, ça bouge beaucoup, le step. Oh oui, là, je vous dirais que c'est là qu'on dépense toute notre énergie. Là. Je prends juste un cours par semaine, puis j'en ai pour 2-3 jours à ce que mes cuisses redeviennent normales puis qu'ils brûlent plus. Bien, Cassandra Amélia-Poirier, entraîneur, prof et danseuse de swing, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci. On est de retour avec notre chroniqueur médias sociaux, Samuel Desbiens. En cette journée de Poisson d'avril, les Poissons d'avril, on salue notre technicien adoré, Joël Sasseville. Mais Samuel, là, le public qui a participé activement à notre question du jour. Effectivement, le public a été assez généreux ce midi pour répondre à la question qui était la suivante. Quels sont vos meilleurs coups de la journée du Poisson d'avril? Et on a eu toutes sortes de réponses. D'abord, du côté de Facebook, Noémie Bérubé nous fait part d'une assez bonne blague, celle d'enrober de papier de Noël, tout ce qui était à la portée de main. Donc, de quoi faire sourire les gens autour de nous, nos collègues de travail également. De son côté, Mathieu Dufour qui propose d'envelopper un ami peut-être dans de la pellicule plastique. Évidemment, il faut faire attention de ne pas faire suffoquer ses collègues, ses amis. Sinon, la blague peut être un peu moins drôle, évidemment. De son côté, Marianne Bergeron-Courteau mentionne qu'elle a déjà échangé les contenants de café normal et de café décaféiné auprès de ses parents, finalement. Mais la meilleure de tous nous est venue de Véronique Bissonnette, toujours par Facebook, qui, elle, a été victime d'une excellente blague il y a quelques années par ses parents. Je vous la raconte. Alors qu'elle dormait, elle s'est fait réveiller par ses parents afin de dire à la victime, finalement, que son cégep avait brûlé et que son cégep était en feu. Évidemment, c'était un poisson d'avril, mais jamais elle ne s'était réveillée et levée aussi rapidement, m'a-t-elle mentionné. Maintenant, via Twitter, Félix Langlois nous donne encore une fois une bonne idée, celle de coller quelque chose en dessous de la souris d'ordinateur d'un de ses collègues de travail pour, évidemment, qu'il se demande qu'est-ce qui se passe avec cette souris-là. Elle est complètement figée, finalement. Et évidemment, bon, l'histoire des petits poissons dans le dos, toujours ne se démode pas, toujours aussi agréable pour ceux qui jouent justement la comédie. Donc, on veut encore plus de réponses, on veut encore plus d'interaction de la part de notre public.
On s'intéresse à vos anecdotes, évidemment, si vous en avez qui arrivent au courant de la journée. On veut être les premiers à le savoir. Vous pouvez les indiquer sur la page Facebook et le compte Twitter d'ATM Nouvelles. Et là, Samuel, on a aussi été se promener dans les corridors du Cégep de Jonquière pour aller chercher des commentaires d'étudiants. Effectivement, ma collègue Dominique s'est rendue au Cégep de Jonquière. Elle a récolté quelques anecdotes croustillantes des étudiants du Cégep. Donc, je vous laisse voir ce qu'on a préparé pour vous. Alors, quel est le pire coup de poisson d'avril que tu as déjà vu? Ben, je te dirais bien c'est cheap, mais ils mettent du sel dans le sucre. Le poisson d'avril, dans le fond, c'est que c'était comme au cégep, dans le fond, ça fait pas longtemps. Il y avait comme une de mes amies dans mon programme qui arrivait avec des biscuits. Elle disait, est-ce que t'en veux? Fait que là, c'était un peu tout le monde. Là, il y en a que c'était vraiment des vrais biscuits, puis l'autre, c'était comme des biscuits, mais avec la dentifrice dedans. Mais j'étais vraiment jeune, puis mon papa, moi, il me faisait souvent croire que une tranche de citron, c'était une tranche d'orange. Fait qu'il me faisait mordre dedans, puis c'était vraiment mauvais. Puis il m'avait, à chaque fois, il le refaisait tout le temps. C'est moi qui l'ai fait, puis j'ai fait croire à un de mes amis que je donnais du jujube en bas. Tu sais, c'est comme en tube, mais dans le fond, c'était du wasabi. Mais il connaissait trop pas ça, fait que ça en a mis genre vraiment beaucoup en pensant que ça allait être sucré puis bon, puis il a fait le saut. C'était à mon parrain. C'était comme dans le temps de Pâques, mais en même temps, c'était le poisson d'avril. Fait que il a acheté une douzaine d'œufs, mais à 2 jaunes d'œufs. Puis là, il casse un œuf. C'est bien beau, il y a 2 jaunes. C'était vraiment merveilleux dans ses yeux. Il en casse un deuxième, encore 2 jaunes. Jamais 203. Il casse le 3e. Là, il capotait. Là. Il est partout dans la maison. Tout le monde riait. On était tout autour de lui. Mais dans le fond, c'était une boîte. Puis... Dans le fond, c'était fait exprès, c'était pas de la chance. Ouais, mais il comprenait pas. Passé, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une photo sur Google de ma voiture, mes versions accidentées. Puis je l'ai postée sur Facebook en disant que je m'avais fait frapper par un 10 roues. Puis c'est ça, tout le monde pognait. Ma mère m'a appelé en panique, ma soeur en panique. Puis c'est ça. C'est ma meilleure blague que j'ai faite à date, le premier jeu. De retour avec notre chroniqueur Jacob Cassidy qui va nous donner des petits trucs santé, là. Jacob, le 1er avril aujourd'hui, le fameux proverbe « En avril ne te découvre pas d'un fil ». Donc, c'est un bon truc? Bien, en fait, faut le respecter parce qu'il y en a plusieurs qui, comme moi, se retrouvent avec le rhume présentement. Mais pour ça, il y a une multitude de trucs sur Internet, pas tous vraiment scientifiques, mais qui permettent là, de peut-être aider un petit peu la toux, le rhume et tout ça. Je commence avec un premier qu'on appelle un grog du rhume. En fait, on sait les boissons chaudes, souvent, c'est quelque chose qui est conseillé. Cette petite recette-là, bien simple. Un peu de rhum ambré, on rajoute du miel à l'intérieur de tout ça, un peu de cannelle, un peu de jus de citron, et ça va permettre là, d'avoir un breuvage chaud qui fait du bien. Je t'en ai justement préparé un, juste ici. Merci. Tu veux goûter un peu là, de quoi ça a l'air, ce fameux grog. Donc, comme je disais, une cuillère de rhum, une cuillère de miel. Est-ce que ça fait du bien à la gorge? Excellent, ça fait du bien à la gorge. Un peu trop chaud par contre, mais excellent. On continue, sinon aussi, il y a les oignons qui souvent sont utilisés. Ils revenaient dans plusieurs trucs. Il y a plein de manières d'utiliser l'oignon pour se guérir. Il y en a qui vont laisser un oignon traîner sur leur table de nuit pendant qu'ils dorment pour essayer de changer un peu, de guérir, de le mettre sous l'oreiller. Mais j'ai une autre petite recette ici qui consistait à faire badigeonner les oignons dans du miel, tout simplement. Veux-tu goûter, voir ce qu'il y en a? Je vais m'abstenir. Ben, écoute, je peux bien y aller. Il y en a un petit peu, là. Ça a passé environ 3 ou 4 heures là, à l'intérieur. C'est quand même pas si pire. Ça goûte pas trop l'oignon? Non, ça goûte pas trop l'oignon. Bon. Donc, c'est certain là, des trucs qu'il y a. Mais les plus extrêmes, vous pourrez même aller jusqu'à prendre un oignon, le faire tremper dans un verre d'eau pendant une nuit complète. Et le lendemain matin, en se levant, on boit le verre, on le cale au complet. Et ça part une journée, je ne sais pas trop de quelle façon, mais ça peut avoir de très bons résultats éventuellement. Là, oui. Il y a un truc avec les poireaux, je crois. Oui, les poireaux, en fait, 2 petits trucs qu'on peut faire avec les poireaux. En fait, ici, ce que j'ai dans cette tasse-là, c'est du poireau bouilli. Ce matin, j'ai pris des feuilles de poireau. J'ai fait bouillir 30 minutes pour les faire cuire. Et en ajoutant à part égale du poireau et du miel dans un mélange, je vais le faire immédiatement, en mélangeant, on est supposé d'avoir une espèce de sirop qui, lui aussi, va permettre d'aider une espèce de sirop, comme on voit le résultat est plus ou moins convaincant. On fait des tests ce matin, mais... ça a une consistance pas si pire. Quand même une consistance de sirop. Et je ne sais pas si Dominique, Dominique qui est malade, oui, qui est enrhumé ce matin, tout comme moi, voulait peut-être se prêter au jeu avec cette petite recette-là. Je vais te laisser y goûter. Peut-être prendre le micro pour nous donner ton avis sur le sujet. Ben, en fait, ça a un goût sucré.
C'est ça, on dirait, ça goûte beaucoup de miel. Là. Ça fait quand même du bien, ça réconforte, c'est doux. Bon. Ouais. On va toutes les conserver, puis après ça, tu les goûteras tout. On pourra, Dominique. Oui, j'espère que ça va m'aider pour mon rhume. Merci. Merci, Dominique. Et là, Jacob, tu as quelques conseils pour le long congé de Pâques qui s'en vient. Oui, le long congé de Pâques, en fait, il y a toutes sortes d'études qui existent tout de même sur le sujet. Et il y a le médecin Alexandre Chester, qui est professeur clinique à la clinique, en fait, de la faculté de médecine de l'Université de Georgetown à Washington, qui, lui, déconseille le chocolat quand on est enrhumé parce que ça va faire gonfler les membranes nasales. Donc, ça peut ne pas aider à la congestion. Donc, avec le congé de Pâques qui s'en vient, il va falloir se mauvaise nouvelle pour les gens grippés. Là. Exactement. Et il y a aussi, je pense, un mélange bien simple pour les débuts de bronchite. Les débuts de bronchite, en fait, c'est de la moutarde sèche à laquelle on va ajouter un peu d'eau, tout simplement. Et on se badigeonne ça là, sur le torse, dans le dos. On laisse ça agir pendant de 10 à 15 minutes. La seule chose, c'est que si on laisse la préparation trop longtemps là, ça peut brûler la peau. Donc, il faut être assez prudent avec cette recette-là. Les trucs de grand-mère, il y en a tous les genres, mais il faut pas nécessairement tous s'y fier. Jacob Cassidy, merci beaucoup pour ces bons trucs. On va suivre ça tout le long du long week-end. Et on va inviter nos deux collaborateurs, Maxime Auger ainsi que Marianne Côté. On va faire un petit tour d'horizon vite fait avant de se quitter. Donc, Maxime, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui dans l'actualité? Et là, on va vraiment surveiller les nombreuses manifestations un peu partout au Québec pour ce qui entrait vraiment au réseau de la santé, mais également la manifestation de demain à Montréal de l'AC, cette grosse manifestation étudiante pour contrer l'austérité. Mais un peu plus dans le léger au niveau du divertissement, on va surveiller ce soir la finale de 19-2. Je ne sais pas si c'était comme moi, Pierre-Paul, je pense que tu as hâte, hein? C'est immanquable ce soir, 21h, je vais être devant la télé. Marianne Côté, à la météo? Eh bien, le temps froid ne semble toujours pas vouloir laisser sa place. Il fait actuellement moins 10 degrés, ressenti moins 19, avec un ciel variable. Donc, il faut laisser tomber le petit manteau de printemps aujourd'hui pour un vêtement plus chaud, une tuque, des mitaines. Ça prend ça ce matin à Jonquière, cet après-midi aussi, en fait. Alors, ça devrait se réchauffer en après-midi pour atteindre moins 12 degrés. Le mercure devrait redescendre vers, en fait, dans la nuit de mercredi à jeudi pour moins 20. Et le soleil va se coucher aux alentours de 19h, 19h15. Donc, on n'est pas prêt de serrer nos manteaux d'hiver. Malheureusement, non. Au courant des prochaines semaines, peut-être, on espère. Marianne, merci beaucoup. Et merci aussi à vous à la maison. Ça aurait été un plaisir. C'est notre dernière émission de la session, malheureusement. Donc, j'en profite pour remercier nos enseignants. Donc, André Talbot, Isabelle Labrie, Cathy Tremblay, ainsi que André Aubin-Brassard. Et aussi remercier notre technicien Joël Sasseville qui... on aurait été brillant, peut-être, pas toujours, mais grâce à lui, à l'écran au cours de cette session. Donc, ça aurait été un immense plaisir. Merci à vous à la maison et à une prochaine fois.